Alors, ce soir, effectivement, on va parler de la Lune, puisque quand même, avec cet anniversaire des 50 ans du premier vol lunaire, enfin du premier pas d'un homme sur la Lune, c'était de circonstance de parler de la Lune d'une façon ou d'une autre durant le festival. Et effectivement, moi, j'ai choisi d'en parler sous la forme des voyages fictionnels vers la Lune, notamment au cinéma, parce qu'il y a au moins 2 films que j'apprécie beaucoup. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais on va plutôt élaborer autour de 2 films qui me paraissent importants et tout à fait importants et intéressants à discuter. Mais je vais évoquer aussi un peu, parce que nous avons cette année aussi des invités littéraires. Et donc je me suis senti dans l'obligation d'évoquer quand même les voyages imaginaires qui ont pu être pensés, proposés, avant que l'on sache réellement aller sur la Lune, soit dans la pensée technique, c'est-à-dire imaginer un voyage technique vers la Lune plausible, et ensuite y aller effectivement réellement, et là ça a arrêté définitivement les divagations des auteurs, quels qu'ils soient. Et donc oui, évoquer aussi des voyages imaginaires, littéraires qui ont pu être faits, mais je avancerai à grands pas, parce qu'il y en a énormément qui ont été décrits dans la littérature, ces voyages imaginaires vers la Lune, et j'en ai sélectionné quelques-uns pour leur, disons, ancienneté ou pour leur intérêt. Alors un des premiers voyages imaginaires vers la Lune, qui vient d'un auteur du IIe siècle qui s'appelle Lucien, qui est un rhéteur qui vivait à Samosate, une ville de l'actuelle Syrie. Et là on a ses œuvres complètes, mais dans une œuvre particulière, dans un de ses textes particuliers qui s'appelle Histoire véritable, eh bien, il raconte tout un tas d'histoires extraordinaires en feignant l'inverse de ce qu'il prétend, parce qu'il veut se moquer des géographes, de certains géographes ou de certains raconteurs d'histoire de son temps, qui proposent des récits extravagants dans des mondes éloignés, des terres éloignées, et qui évidemment peuvent parler sans crainte d'être contredits, puisque personne ne s'y est rendu, eux-mêmes d'ailleurs non plus. Et il envoie en particulier ces personnages vers la Lune au cours d'une tempête, sur une mer tempétueuse. Donc le bateau navigue, il est poussé à droite, à gauche, et hop, sur la Lune. Bon, on est d'accord, on ne cherche pas la vérité scientifique, là pour le coup, mais voilà, un des premiers voyages dans la Lune. Et d'ailleurs, Lucien est parfois cité, mais on va voir pourquoi et pour quelles raisons, comme un auteur de science-fiction avant l'heure. On va voir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut donner à cette phrase. Alors, autre œuvre que j'ai sélectionnée, là pour des raisons plus évidentes dans un festival comme ici, les songes de Kepler en 1634. Et là, Kepler, cette fois-ci, dans ce texte, il va mener une expérience de pensée, il va aller sur la Lune en pensée. Alors évidemment, il invoque des moyens qui sont encore une fois non techniques. Son personnage s'y rend par l'entremise de démons qui l'emmènent sur la Lune et qui lui révèlent les voies secrètes qu'ils empruntent pour y aller. Mais l'idée, c'est surtout, en étant sur la Lune, de pouvoir voir le système solaire, la Terre en particulier, mais le système solaire en général, sous un autre angle, sous une autre position, et de révéler finalement, aux yeux d'un personnage extérieur à la Terre, de révéler que c'est bien le Soleil finalement qui est au centre du système solaire, les planètes tournant autour du Soleil, parce que Kepler est un tenant de l'hypothèse héliocentrique, et que depuis Galilée, enfin avec Galilée notamment et d'autres, et avec Kepler en particulier, et puis Copernic encore un peu avant, eh bien on commence à penser que le système géocentrique, où la Terre serait au centre, est inadapté. Et effectivement, si on peut sortir de la Terre et s'en éloigner, eh bien, on peut contempler, on peut voir le point de vue divin, d'une certaine façon, un point de vue extérieur du système solaire, de ces planètes et de ce Soleil, et de constater par la vue si c'est bien le Soleil ou la Terre qui est au centre. Donc là, encore une fois, c'est une opération de décentrement géographique pour montrer le monde tel qu'il se présente, ou l'univers, à l'époque de l'univers, tel qu'il se présente. Troisième œuvre que j'ai choisie, il y en aurait encore bien d'autres, il y en a d'autres intermédiaires, évidemment, entre Kepler et Cyrano, l'histoire comique des États et empires de la Lune. Donc là, ça pourrait être une critique sociale aussi, philosophique, morale, de la société de son temps, en allant dans un autre lieu, sur la Lune, on se décentre franchement, et on essaie de montrer ce qui s'y passe, comment y vivent les êtres qui sont là-bas. Et ce qui est intéressant dans Cyrano, c'est qu'il imagine des moyens d'y aller, alors qui sont aussi assez fantaisistes, et qu'on peut se plaire à démonter plutôt, non pas pour critiquer Cyrano, c'est pas le point, mais pour essayer de se dire pourquoi ça ne marche pas. C'est souvent assez facile pour les fioles remplies de rosée, vous allez voir. Pour les aimants, c'est un tout petit peu plus subtil, dans le but de montrer que la question
pourquoi c'est faux est une question qu'on ne pose que jamais ou rarement à l'école, et que c'est la question fondamentale en fait en science. Quand quelqu'un arrive avec, ou quelqu'une arrive avec une nouvelle théorie, une nouvelle proposition, une nouvelle hypothèse, une nouvelle description du monde, eh bien, les collègues n'ont de cesse de montrer la fausseté de ce qu'il est en train de raconter et n'ont pas du tout envie de montrer la vérité, entre guillemets, la qualité de ce qui est en train d'être raconté. C'est à la charge de celui qui présente de le faire. Les autres veulent montrer la fausseté parce que si la chose est fausse, autrement dit, si la proposition est incohérente avec le réel d'observation ou d'expérience, eh bien, cette hypothèse devra être remplacée. Donc on cherche souvent à montrer la fausseté des choses. Et là, on peut se demander, alors, le coup des aimants, il est simple, je vous laisse, c'est pas très compliqué à montrer que ça ne marchera pas, mais vous avez plein d'aimants dans votre poche, vous en gardez la moitié, et puis vous jetez les autres devant, et puis évidemment, vous sentez comme une attraction, et habilement, vous rattrapez vous les rejetez, ou vous vous débrouillez, et voilà, et comme ça, vous pouvez progresser. Bon, ça rappelle Munchausen qui essaie de se soulever par le fond de sa culotte, ça ne marchera pas. Mais bon, et puis il y a cette autre technique qui est tout à fait, pour le coup, poétique, très mignonne, très sympathique, qu'on trouve exactement citée comme ça dans le texte de Cyrano. Je m'étais attaché autour de moi quantité de fioles pleines de rosée, et la chaleur du soleil, puisque la chaleur du soleil est bien connue, fait monter la rosée, l'évapore et la fait monter, et la chaleur du soleil qui les attirait m'éleva si haut qu'à la fin je me trouvais au-dessus des plus hautes nuées. Je trouve que c'est assez extraordinaire, on voit sur cette image les bouteilles, les petites fioles de rosée remplies sur le costume, ça va faire très joli, très mignon, et puis hop, le gars s'élève. C'est assez cool, très poétique, pas très efficace, techniquement parlant évidemment. Donc ces trois choses-là sont assez intéressantes, je ne vais pas épiloguer longuement dessus, d'autant plus que je ne suis pas vraiment compétent pour le faire, mais simplement parce que on peut leur remarquer à chaque fois une opération de décentrement, un décentrement spatial qui, pour l'auteur, est importante dans la mesure où il veut soit révéler la structure du monde de l'univers tel qu'il était pensé, essentiellement le système solaire, soit il veut discuter de ce qui s'y passe ici et maintenant, ici-bas, mais d'un autre point de vue, un peu du point de vue de Sirius, si on voulait reprendre Micromégas et Voltaire, un peu comme avec Ouzbek Erika, comme avec les lettres persanes de Montesquieu, des voyageurs lointains qui viennent et puis qui regardent les sociétés, nos sociétés européennes par exemple, et qui les discutent, les critiquent d'une certaine façon, mais sous le couvert de voyageurs lointains, ignorants de nos mœurs, et donc du coup, avec la licence littéraire qui permet de dire des horreurs sur le monde, c'est-à-dire des horreurs au sens du pouvoir local, sur le monde dans lequel on est, tout en feignant l'ignorance et la nouveauté. Et donc on a une opération de décentrement, et c'est en ce sens peut-être qu'on peut attacher ces trois œuvres et d'autres encore à quelque chose qui ressemble à de la proto-science-fiction, la science-fiction étant d'une certaine façon une littérature du décentrement, à la fois spatiale et temporelle, mais aussi, comme le dit Darko Suvin, un auteur canadien, je crois, des textes, la science-fiction, des textes de cognitive estrangement, d'étrangeté, de différence cognitive qui vous met dans un autre monde, qui vous place dans un autre monde, et donc dans un autre état mental pour comprendre notre monde finalement en changeant de lieu ou de temps. Alors, au XIXe siècle, on fait encore un grand saut, parce que moi je veux comme arriver à la partie où on va être techniquement, ce sera intéressant de discuter, là on peut commencer à discuter. Au XIXe siècle, il n'est pas question d'aller sur la Lune par des moyens, des démons, des haricots géants qui poussent ou je ne sais quoi, on y va par la technique. On est dans un siècle d'ingénieurs, on est dans un siècle de technique, on est dans un siècle où le progrès humain est pratiquement identifiable au progrès scientifique, et il n'est pas question d'aller sur la Lune par des moyens relevant de la fantaisie, mais on y va par la technique, et notamment, là on voit deux illustrations qui sont tirées de Jules Verne, du grand texte de Jules Verne, Le Voyage dans la Lune, on y va en canon finalement, on a un objet technique fabriqué, installé, les personnages sont installés à l'intérieur, ils ont des sièges rembourrés, tout ce qui va, et hop, ils partent vers la Lune. Et on a même cette image un peu marrante, où on voit une manière de train lunaire, et d'ailleurs les Américains appelaient aussi ça le train lunaire, tout le package qui était envoyé par la fusée Saturne V qui était mis en orbite et puis qui va vers la Lune, et bien il y a le train lunaire, plusieurs éléments, et puis les wagons sont lâchés au fur et à mesure de la progression du voyage, et à la fin ne revient que la petite capsule et les trois astronautes. Alors, dans l'œuvre de Jules Verne, évidemment, Jules Verne qui a une volonté didactique, il veut expliquer les choses, il veut faire du merveilleux scientifique, comme on l'a ensuite nommé, comme ça a été ensuite plus tard nommé par Maurice Renard au début du XXe siècle. Il veut que les choses soient crédibles, donc il donne des chiffres, il fait des calculs, il y a des informations tout à fait précises qui sont données, qui des fois sont tout à fait pertinentes, notamment, par exemple, il place le canon
qui va tirer l'obus. Il le place dans la Floride actuelle, non loin d'ailleurs de Cape Kennedy, de Cape Canaveral, enfin, qui a été renommé ensuite Cape Kennedy, non loin de l'endroit d'où sont partis les astronautes pour la Lune et d'où on a attiré, les Américains ont tiré nombre de leurs fusées. Et dans cela, il n'a pas fait de faute particulière, tout simplement parce qu'il a été conseillé par son cousin mathématicien, qui s'appelle Paul-Henri Garcet, et qui lui a dit, c'est pas plus bête, si tu veux tirer un obus ou aller en orbite, ou aller sur la Lune, même c'est carrément aller sur la Lune, eh bien, il faut avoir une très grande vitesse, et cette très grande vitesse, autant profiter de la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même, qui est de 465 mètres par seconde à l'équateur, et puis ça va te faire gagner, cette vitesse-là, on la gagne, et autant partir d'un point proche de l'équateur. Et il se trouve que le point choisi par Garcet et Verne a été tout à fait habile finalement, et a donné une manière de vrai, quand on l'a ensuite réalisé que c'était l'endroit où était Cap Canaveral. Alors, un petit extrait de Méliès, certains ont peut-être vu déjà le film de Méliès, qui là, on entre dans le cinéma, un des premiers films, le premier film de science-fiction en tout cas, de Méliès en 1902, Le Voyage dans la Lune, très clairement inspiré de Jules Verne. Et là, on va voir dans cette petite séquence la façon dont il tire l'obus qui va envoyer les personnages sur la Lune. Mondiale, et l'obus qui arrive, qui se plante dans l'œil de la Lune. Donc là, une petite remarque, celle qui est faite là. D'abord, on voit bien que c'est inspiré très clairement de Jules Verne avec le canon, mais on voit aussi que le canon vise la Lune. Je garde ça pour plus tard. Alors, effectivement, il faut l'idée pour quitter la Terre et atteindre la Lune, eh bien, il faut quitter la Terre, et la question c'est comment quitter la Terre, et on voit, dans cette image, on voit. Alors c'est un dessin qui vient de l'astronomie populaire de Camille Flammarion, mais c'est inspiré de quelque chose qui a été proposé bien avant, dessiné même bien avant par Newton. Si on est au sommet d'une petite colline avec un canon qui tire horizontalement, alors si on tire un peu fort, on va un peu loin, si on tire plus fort, on va plus loin, si on tire franchement fort, on va carrément loin, mais il existe une vitesse à partir de laquelle, eh bien, l'obus tourne autour de la Terre et revient à son point de départ au bout de 1h23 minutes, et cette vitesse limite, 8000 mètres par seconde. Et puis il y a même une autre vitesse, où si on dépasse les 11 300 mètres par seconde, eh bien l'obus va s'éloigner indéfiniment de la Terre. Donc sur ce petit dessin, on comprend que pour quitter la Terre, il va falloir aller vite. On peut même comprendre ce 8000 mètres par seconde, je ne résiste pas au plaisir de vous faire le petit raisonnement de ce 8000 mètres par seconde. Quand vous êtes sous l'influence du champ de pesanteur de la Terre, vous tombez, évidemment, et l'obus va tomber. Mais en même temps, on lui a communiqué une vitesse qu'on appelle orthoradiale en physique, une vitesse qui est, disons, au moins initialement tangente au rayon de la Terre qui joint le canon et quelque part par là le centre de la Terre. Bon. Donc le première seconde, l'obus va tomber de 5 mètres. Ça c'est un peu moins de 5 mètres, à peu près 5 mètres. 5 mètres, ça c'est simplement dû à la gravité de la Terre. La première seconde, l'obus tombe de 5 mètres. Mais il a avancé aussi, pendant une seconde, avec la vitesse qu'il a. Donc il avance en une seconde, d'une certaine vitesse, et il doit, pour rester sur cette trajectoire-là, il doit, en avançant, s'il n'était pas soumis à la gravité, il avancerait finalement en ligne droite. Il est tiré vers le bas par la gravité, mais en avançant en ligne droite avec sa seule vitesse, sa seule inertie, parce que la Terre est ronde, le sol va se dérober sous ses pieds, il va donc s'élever au-dessus du sol, et il faut qu'il s'élève en une seconde, il faut qu'il ait la bonne vitesse, de sorte que, en se déplaçant, il s'élève d'une distance de 5 mètres. De sorte que s'il tombe, si on décomposait, il avance tout droit, il tombe de 5 mètres, il avance tout droit, il tombe de 5 mètres, décomposition très artificielle bien sûr, et bien il se retrouve toujours à la même altitude. Et à la fin, il fait le tour. Autrement dit, il faut trouver la distance à parcourir en une seconde pour que l'obus, partant de
l'altitude où il est, descende, monte au-dessus de la Terre de 5 mètres. Dit autrement, il faut trouver la distance de l'horizon quand vous êtes à 5 mètres de hauteur. La distance de l'horizon d'un point de hauteur h, c'est racine carrée de 2 fois h fois le rayon de la Terre. H vaut 5 mètres, le rayon de la Terre vaut 6 400 000 mètres. 2 fois 5 fois 6 400 000, ça fait 64 millions. La racine de 64 millions, ça fait 8000 mètres. La première seconde, pour redescendre de 5 mètres ensuite tranquillement. Donc on peut calculer 2 têtes, en approximant le rayon de la Terre à 6 400 000 mètres, on peut calculer ces 8 mètres par seconde. Vous devez vous déplacer en une seconde horizontalement d'une distance qui porte votre horizon, qui est la distance à laquelle est l'horizon à 5 mètres. Parce que vous tombez de 5 mètres en une seconde. La vitesse pratiquement plus précisément calculée est un tout petit peu inférieure. La seconde vitesse qui est indiquée là, qui est la vitesse de libération, l'idée qu'en prenant un objet, par exemple celui-là, en le lançant en l'air, il monte, en le lançant plus fort, il monte plus haut, et en le lançant très très fort, peut-être il ne retombera pas. Là, c'est l'idée qui est ici, mais en tirant la chose horizontalement. Eh bien, cette vitesse, cette seconde vitesse cosmique, on appelle ça la seconde vitesse cosmique, vitesse de libération, elle vaut effectivement 11,2 km par seconde. Alors, cette image de Tintin que j'ai prise là, elle nous dit, vous venez d'atteindre la vitesse de 13 km à la seconde, plutôt que 11,2. Vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction terrestre. Ce petit dessin est faux, parce qu'à 13 km par seconde, on a largement atteint la vitesse de libération, c'est plutôt 11,2. Et ils sont toujours soumis à l'attraction de la Terre. Simplement, cette attraction est incapable de ralentir suffisamment la fusée lunaire, le boulet, pour que celui-ci retombe sur Terre. On a atteint la vitesse à partir de laquelle l'objet ne retombera pas sur Terre. Et non seulement ne retombera pas sur Terre, mais s'en éloignera indéfiniment. Alors, il faut donc avoir une grande vitesse pour quitter la Terre. 7,9 km, 8000 mètres par seconde, 8 km par seconde, ça permet de rester en orbite autour de la Terre, en tout cas en orbite à 0 mètre. 11,2 km par seconde, ça permet de s'échapper à l'infini. Il faut donc avoir un canon qui vous tire à cette vitesse-là. C'est une bonne idée, les canons sont des objets particulièrement adaptés pour ça. Il y a une charge de poudre qui produit un gaz dans la combustion, une quantité prodigieuse de gaz qui augmente considérablement la pression à l'arrière de l'obus, qui pousse l'obus, et une fois que l'obus est sorti du canon, le fût refroidit pendant un certain temps, mais l'obus s'en va avec une grande vitesse, et là il n'est plus poussé évidemment, et le gaz qui est derrière s'est dilué derrière, l'obus progresse à la vitesse qu'il avait, moyennant les frottements. Alors si on est dans l'atmosphère de la Terre, il y aura bien sûr quelques frottements, il progresse à la vitesse qu'on avait, il suffit que l'obus ait la bonne vitesse. Et pour avoir cette bonne vitesse, il faut évidemment beaucoup de gaz derrière, donc un canon de grand diamètre avec une bonne charge de combustible derrière qui va produire une grosse quantité de gaz, et un canon qui va être long, je ne vais pas dire aussi long que possible, parce que ce n'est pas si simple, mais un canon long, de sorte que la poussée des gaz soit la plus longue possible. Donc pourquoi pas, avec un canon, à gauche, l'image dans les Jules Verne pour le tir du Columbia, où le canon est tiré, l'obus on le voit là-haut, et c'est tiré, là il y a un arrêt sur image magnifique, l'obus est tiré vers le haut. Là un canon réel du projet HARP, je vais dire d'un mot sur ce projet, un canon réel avec un obus qui est tiré. Le projet HARP, c'était l'idée qu'on allait, non pas envoyer des obus vers la Lune, mais qu'on allait tester les rentrées atmosphériques ou du matériel de rentrée atmosphérique ou de descente atmosphérique, des parachutes, etc. Plutôt que de les envoyer très très haut avec une fusée, on envoie le bazar avec un canon. Si ça va assez haut, ça retombera et ça aura les mêmes effets que si c'était envoyé par une fusée à 80 km et que ça retombe. Et effectivement, ce projet HARP qui a été ensuite abandonné, on a atteint des obus ou des projectiles, ce n'était pas des obus, des projectiles de 180 kg qui partaient à 3,6 km par seconde et le plus haut atteint 180 km. Donc c'est des sacrés canons. Le projet a été ensuite abandonné, mais l'idée c'était pour faire des tests, plutôt que d'envoyer des fusées, ben là on pouvait tirer un canon, c'était beaucoup plus simple de tirer un projectile par un canon. Alors évidemment, le petit défaut de la procédure, même s'il doit en théorie permettre d'atteindre une vitesse suffisante pour échapper à la gravitation de la Terre et atteindre la Lune éventuellement, eh bien l'inconvénient de la chose, c'est que vous allez subir cette accélération, passer de la vitesse nulle initiale à la vitesse de sortie, alors peut-être, mettons 10, 11 ou 12, 11 km par seconde, mettons 10 km par seconde, ça fera un calcul mental plus simple. Si vous passez de 0 à 10 km par seconde, 10 000 mètres par seconde en une seconde, votre accélération est de 10 000 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire 1000 fois la gravité de la Terre. Autrement dit, un personnage qui est dans l'obus, qui subit l'accélération de 1000 G,
Son poids est donc multiplié par 1000, son poids par an. Le gars qui fait 70 kg de base se retrouve à avoir la sensation de peser 70 tonnes. Donc tous les passagers sont réduits à une purée rougeâtre assez fine au fond de la capsule, au fond du boulet, et donc du coup c'est pas... Voilà, peut-être on peut envoyer des objets solides, enfin des trucs, mais pas des humains, enfin pas des êtres vivants, si on veut les voir survivre au tir de l'obus à l'intérieur. Donc si le coût du canon est, disons, envisageable, il n'est pas raisonnable, évidemment, pour des humains, et peut-être même pour du matériel qui subirait une très très forte accélération, qui pourrait se déformer ou se briser. Il a néanmoins été imaginé plusieurs fois, non pas des canons à poudre, des canons électromagnétiques, où on imagine sur un rail une sorte de charge qui est propulsée sur un rail électromagnétique et qui se retrouve éjecté à très grande vitesse. Alors peut-être pas, en fait, pour atteindre la vitesse de libération ou mettre directement en orbite, mais pour projeter l'objet avec une très grande vitesse initiale, et ensuite il n'y a plus qu'un petit coup de fusée à mettre pour être en orbite, par exemple, autour de la Terre. Donc c'est une manière de lancer à double détente un canon électromagnétique puis une fusée, de mettre des objets en orbite. Sur Terre, ça a finalement été abandonné parce qu'il y a une perte considérable d'énergie par frottement atmosphérique, et donc il faut que le rail soit très long, il faudrait des choses qui se chiffrent en kilomètres, ça n'a pas été envisagé. Peut-être, ça s'est discuté parfois dans certains projets, ça a été discuté parfois dans certains projets d'établissement de colonies lunaires, où il faudra bien d'une façon ou d'une autre faire monter et descendre du matériel de la Lune vers l'orbite lunaire, la gravité lunaire étant plus faible que celle de la Terre, et la densité de son atmosphère étant nulle, puisqu'il n'y en a pas, essentiellement. Complètement, toute l'atmosphère de la Lune à pression et température habituelle tient dans un appartement de 100 mètres carrés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'air, vous prenez tout l'air de votre appartement de 100 mètres carrés, si vous en avez un, et vous le mettez sur la Lune, voilà, c'est fini, c'est l'atmosphère de la Lune, donc c'est quasiment vide, et bien vous vous retrouvez à pouvoir faire des choses plus facilement sur la Lune. Ce type de projection, d'éjection vers l'orbite lunaire est peut-être plus simple sur la Lune. On est loin d'avoir encore réalisé de telles choses. Alors du coup, les choses qui ont été utilisées en pratique, eh bien, sont les fusées. Ça, bien sûr, je ne vous apprends pas grand-chose, en voilà une que vous devez reconnaître, et la fusée utilise le principe de l'action et de la réaction. Vous éjectez à l'arrière une petite masse à grande vitesse. Cette vitesse est généralement acquise par une combustion qui se produit dans le moteur de la fusée, et cette combustion dégage une énergie considérable qui chauffe les gaz qui, habilement dirigés vers l'arrière, sont éjectés à grande vitesse, et en réaction, propulse la grande masse, la fusée, avec un petit gain de vitesse. Donc la fusée, eh bien, elle était très massive, et elle gagne une petite vitesse, et il y a une petite masse à grande vitesse qui est partie, et en fait, le produit de la petite masse éjectée par la grande vitesse d'éjection, c'est égal au produit de la grande masse qui avance un peu plus vite par le petit gain de vitesse qu'elle a eu. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir diluer, étirer l'accélération. On ne va pas gagner la vitesse nécessaire en une seconde, on va la gagner en plusieurs minutes de propulsion, mais comme on étire ce gain de vitesse, on diminue considérablement l'accélération, et si vous la diminuez d'un facteur 2 ou 300, si vous multipliez cette durée par 2 ou 300, donc 2 ou 300 secondes, ça veut dire quelques minutes, eh bien vous obtenez une accélération qui est 2 ou 300 fois plus faible, elle doit être 1000 G, eh bien elle est plus que 2 ou 3 G, 2 ou 3 fois l'accélération de la pesanteur de la Terre, ce qui est déjà assez fatigant pour ceux qui subissent ça, mais pendant la durée du vol et pour des gens entraînés, ça se passe tout à fait bien, et c'est ce que subissent les astronautes qui vont en orbite, ou qui ont été, il y a 50 ans, sur la Lune. Alors cette idée-là, d'utiliser action et réaction et une fusée pour propulser, on la doit à un Russe qui s'appelle Konstantin Tsiolkovsky, et il y a une expérience de pensée de la barque de Tsiolkovsky, l'idée étant que si vous êtes sur une barque au milieu d'un lac et que vous n'avez plus de rame, ben vous êtes bien embêté pour rejoindre la rive. Mais si vous avez dans votre barque du matériel, par exemple, vous avez habilement emmené avec vous avant des cailloux, par exemple, c'est totalement inutile sur une barque, mais là, ça va vous servir. Si vous prenez les cailloux, ou n'importe quoi, votre voisin, parce qu'il faut bien sacrifier quelque chose, ou les cannes à pêche, enfin tout ce que vous pouvez jeter, vous prenez une chose et vous l'achetez vite, le plus vite possible vers l'extérieur de la barque, et en réaction, vous allez partir dans la direction opposée. Donc il faut un peu s'orienter, puis ensuite envoyer les choses, tout jeter par-dessus bord, et vous allez petit à petit vous déplacer jusqu'à éventuellement la rive. Alors, Tsiolkovsky, on est à Florence, je sais que vous êtes un public résilient, résistant, donc on est à Florence, donc hop, une équation. Bah oui, enfin, on n'est pas là pour raconter des cracks. Et donc voilà l'équation dite de Tsiolkovsky, l'équation classique de Tsiolkovsky, qui vous dit voilà le gain de vitesse, qu'on appelle l'incrément de vitesse.
votre fusée, combien de vitesse elle va gagner, quelle quantité de vitesse elle va gagner, si je veux dire, en mètres par seconde, par exemple, c'est égal à la vitesse d'éjection des gaz multipliée par quelque chose qui est ici le rapport de la masse initiale sur la masse finale. La masse initiale, c'est la fusée avec son carburant. La masse finale, c'est la fusée où il n'y a plus de carburant. Une fois que les moteurs sont vides, éventuellement, vous avez jeté les morceaux qui dépassent, le premier étage ou quoi. Masse initiale sur la masse finale, et cette quantité, c'est le logarithme de la masse initiale sur la masse finale. Alors, cette équation-là, elle était tout à fait importante, fondatrice, de toute façon, de la fusée et de la propulsion des fusées. Tsiolkovsky a même écrit un livre qui s'appelle, en titre en français, Rêve de la Terre et du Ciel, en 1895, où il explique comment on va explorer l'espace grâce à ces fusées. Donc il a déjà tout compris sur la façon dont on va pouvoir explorer l'espace grâce à ce procédé. Le fait de diluer l'accélération, évidemment, est tout à fait important pour les passagers, pour le coup. Bon, la question, évidemment, c'est que cette fonction logarithme est une fonction qui ne croît pas très vite, et donc il faut des rapports de masse parfois considérables quand les vitesses d'éjection sont malheureusement assez faibles, comme nos fusées actuelles, disons de l'ordre de quelques kilomètres par seconde, les vitesses d'éjection, et on veut atteindre une vitesse ici qui est de l'ordre d'une dizaine de kilomètres par seconde, 11 kilomètres par seconde, on va affiner ça un peu tout à l'heure, et donc là, il faut que ce rapport-là fasse 2, log fasse 2, et donc il faut des rapports de masse importants. On pensait que la fusée Saturne V faisait un peu plus de 3000 tonnes, le train lunaire faisait 40 tonnes, et les Gus sont revenus dans une capsule, ils étaient 3 dans une capsule qui devait faire 3 tonnes. Donc il y a quasiment un millième de la masse qui est revenue seulement, et tout le reste est parti en combustion et en boue qu'on a jeté en réservoirs qui ont été jetés ensuite. Alors, cette idée de Tsiolkovsky, elle n'est pas tombée dans l'oreille de sourds, et elle a été discutée, présentée dans un certain nombre de films. Alors, je ne vais pas le faire dans l'ordre chronologique, je vais d'abord faire dans l'ordre pédagogique. Voilà un film qui s'appelle Destination Moon, qui va être projeté bientôt au cinéma de Florence, dans le cadre du festival. Et dans ce film, dans Destination Moon, il y a un projet lunaire privé qui veut être financé, et donc les instigateurs du projet convoquent des financeurs potentiels, des banquiers, des hommes d'affaires, enfin des gens importants qui ont beaucoup d'argent, et il faut les convaincre qu'on va y arriver. Et donc il faut leur expliquer, leur faire comprendre d'abord comment marche une fusée et qu'on va y arriver. Et donc il faut leur expliquer de façon pédagogique et amusante, parce qu'à la fin on veut soutirer l'argent, comment on va aller sur la Lune. Et regardez ce que ça donne, c'est tout à fait étonnant. On leur projette un dessin animé de Woody Woodpecker. Donc ça, c'est vraiment un dessin animé projeté dans le film. Avec Woody Woodpecker, les plus anciens ont reconnu, les plus jeunes. I'm a busy man, dragging me all the way down here to talk about a rocket to the moon. It's ridiculous. Comic book stuff. Comic book stuff, eh? Life magazine doesn't think so. Nor Look, nor Pick, nor Collier. Alors, là, il n'y croit pas. Et puis, il y a le personnage voix off qui lui montre, tu dis n'importe quoi, il y en a plein qui parlent on va aller sur la Lune, tu es un idiot, tu es un ignorant, regarde. Et je m'arrête sur Colliers, parce que dans Colliers, il y a une série en 1951, il y a une série d'articles dans cette revue-là qui a été signée par des Werner von Braun, par des Willy Ley, et par d'autres encore scientifiques ou ingénieurs, et qui ont fait, il y a une série d'articles absolument magnifiques, avec des dessins magnifiques, de promotion du voyage dans l'espace, en orbite, avec l'usage de l'orbite pour tout un tas de choses. On en avait un peu évoqué ça l'année dernière avec Hugo quand on parlait des stations orbitales, notamment pour l'observation de la Terre et l'observation du ciel, et comme hub pour aller vers la Lune, et puis l'observation de la Lune, enfin aller sur la Lune, l'exploration de la Lune, et puis aller sur Mars, et puis dans tout le système solaire. Donc le Colliers, là, pour le coup, la citation est tout à fait pertinente. Or your biggest daily newspapers. Rockets do not employ propellers. They use jets. So do gas stoves. But they don't fly to the moon. Obviously, you know nothing about rockets. Now, let's pretend that umbrella of yours is a shotgun. Shoot it. The gun, would it? The charge not only fired out of the muzzle, it kicked back with equal force against the barrel. Ah, it wouldn't happen again in 100 times.
Shoot it at the ground a few times in rapid succession and see what happens. That same principle applies to rockets. It is the same shotgun kick of the explosives that throws the rockets forward. Là, on voit, vous voyez, la transfert par analogie, il fait ça, et on met la fusée, et la fusée elle avance un peu bêtement, et après elle avance normalement. C'est super, c'est vraiment super. That kick, incidentally, is quite independent of the air around the rocket. Le mode de propulsion impulsif, il a été imaginé dans un cadre tout à fait différent. Quand on imaginait un moment, dans les années 60, je ne vais pas évoquer là-dessus, mais sinon je suis foutu, je suis déjà à la bourre, de se propulser pour aller dans l'espace, notamment vers Mars, mais éventuellement pour explorer le système solaire, en jetant derrière la fusée une bombe nucléaire dont l'explosion va pousser pour partir la fusée, on en jette une autre et on recommence. Vous voyez la propulsion, quoi. Non, ça n'a pas été fait finalement. Mais ça rigole pas. Just as well in a vacuum, or in outer space, which is a vacuum. Voilà. Donc, magnifique explication de l'action et réaction, et donc qui permet de convaincre, qui va essayer de convaincre les financeurs. Deuxième séquence du film, comment est propulsée la fusée en pratique? Il y a une maquette, là on va le voir dans une pièce où les financeurs sont là, ils ont vu le petit film, ils ont l'air de oui d'accord, on a compris comment on va y aller, alors maintenant c'est comment est la fusée, maquette, et voilà les explications sur la fusée, comment elle va être... Now here's the control room. And all this space below carries the working fluid, the reaction mass. The working fluid, the reaction mass, c'est-à-dire la masse de réaction, c'est la masse que vous allez jeter vers l'extérieur. Mais, écoutez bien, It's water heated to dry steam by the atomic pile and c'est de l'eau chauffée jusqu'à être vapeur, chauffée par une atomic pile. Donc il y a une pile atomique, un réacteur nucléaire, dont la chaleur dégagée va chauffer de l'eau à très grande température. Cette eau aura une grande pression, on va la canaliser dans les réacteurs et elle va être éjectée. Donc on a un énorme réservoir qui contient de l'eau, plus un réacteur nucléaire qui va propulser la fusée. Voilà comment va fonctionner le réacteur. fell through this jet. Here we have the shielding to protect the crew from radioactivity. Et il y a un shield, il y a une protection pour que l'équipage soit protégé de la radioactivité de la pile. Here are the gyros behind the water tanks, and they can be used to turn the ship to any desired attitude. Voilà, donc là il explique que ça va marcher, regardez, c'est bon, c'est l'appartement témoin et ça va rouler. Alors en pratique, on n'a pas fait ça, on n'a pas mis de moteur nucléaire, au sens, la source d'énergie qui permet de chauffer le gaz pour être éjecté n'est pas une source chimique, comme on a effectivement utilisé, mais une source nucléaire dans ce film. On va reconnaître ça, si vous pensez à Tintin, vous voyez bien d'où Hergé a pris ses idées. Ça a été quand même imaginé pendant un temps de faire des propulsions nucléaires, c'est le fameux projet NERVA de la NASA. Et ce projet NERVA, il a commencé dans les années 52, 54. Il a été abandonné en 1972, en fait, quand les budgets de la NASA ont été sévèrement coupés à la fin de la dernière mission Apollo, à la fin d'Apollo 17. Les budgets ont été sévèrement coupés, et puis ils ont abandonné tout un tas de projets, dont les missions Apollo, et dont ce projet NERVA de propulsion nucléaire. Alors en pratique, la propulsion elle est plutôt comme ça. Alors là, je mets carrément le plan en coupe d'un V2, parce que ça, ce sont les premières fusées un peu d'importance qui ont été utilisées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit qu'il y a de l'oxygène liquide et de l'alcool, un alcool qui sont mélangés et qui font une réaction dans la chambre, qui sont éjectés après à grande vitesse. Cette réaction chimique très exothermique, c'est-à-dire qui produit beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, qui va chauffer les gaz pour pouvoir les éjecter à très grande vitesse vers l'arrière de la fusée. Alors, ce genre d'engin-là a été développé notamment par Hermann Oberth, un des grands pères de l'astronautique mondiale et allemande en particulier, et son fils spirituel qui est Werner von Braun. Et Werner von Braun qui a, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, été récupéré par les Américains, un peu mis sur le côté au début, c'était quand même un nazi, travaillant quand même pour l'armée américaine, parce que ce qu'il voulait faire, c'était des missiles. Enfin, ce que voulait faire von Braun, c'est des fusées. Mais il se trouve que là, les nazis achetaient des missiles, alors il faisait des missiles. Les Américains voulaient lui faire des missiles, il a fait des missiles. Et puis quand les Russes ont envoyé Sputnik, alors les Américains sont quand même tombés de haut, pour dire le moins. La Navy américaine avait un projet de fusée qui a été immédiatement lancé, enfin pas lancé, mais réactivé, boosté, pour montrer la capacité de réaction des Américains. Le truc a explosé immédiatement, le premier vol a explosé, et 15 jours plus tard, von Braun tirait de son côté un missile qui allait en orbite, en mettant le premier satellite américain en orbite, alors qu'il a été venu voir les autorités américaines, ils ont dit « moi je sais le faire, monsieur, moi je sais le faire ». Vous voyez,
va continuer à faire tes missiles, c'est la Navy qui fait ça, la Navy envoie son truc explose, 15 jours plus tard, sans demander rien à personne, il envoie un truc qui met en orbite, allez c'est bon, viens mon ami, on va te faire bosser, et voilà, et Von Braun, il a réussi à convaincre tranquillement les gars que c'était lui le boss, et c'était lui le boss. Alors, cette fusée qu'on va envoyer vers la Lune, il va falloir se poser la question de sa trajectoire, bien sûr. Vous avez vu dans la fusée, dans le canon plutôt de Méliès, le canon pointe la Lune, mais évidemment c'est un peu fâcheux. Parce que le temps que l'obus arrive, il faudra un certain temps, et ben la Lune va se déplacer, donc il ne faut surtout pas viser la Lune. Il faut réfléchir un tout petit peu à ce qu'on va faire. Alors, dans le cas de Jules Verne, il y a tout un tas de questions qui se posent, qui sont intéressantes, puisque vous voyez, voici ainsi comme Jules Verne décrit un peu la trajectoire du projectile. Donc, cette trajectoire entre la Terre et la Lune, il va y avoir des choses qui vont se passer le long de cette trajectoire, et en particulier, à mesure qu'on s'éloigne de la Terre, la gravité de la Terre, la traction terrestre diminue, et celle de la Lune augmente, évidemment, mais il va y avoir un moment donné où les deux vont se neutraliser et le boulet ne pèsera plus. Effectivement, si on pose la Terre ici, la Lune là, elles ont un rapport de masse de 81, c'est-à-dire la Lune est 81 fois plus légère, moins massive que la Terre, et bien il y a un endroit entre les deux où l'attraction de la Terre est égale à l'attraction de la Lune, et on pourrait dire que c'est un endroit neutre, au sens où leurs deux gravités sont égales. En fait, ce point-là, dont parle Jules Verne, c'est pas ce point-là qui est intéressant. En tout cas, il n'est pas défini comme simplement l'endroit où les deux gravités sont identiques. Il y aurait deux façons de définir un point particulier, mais dont l'une serait « je regarde l'obus, ou le projectile, ou la fusée se déplacer par rapport à la Terre, dans le référentiel de la Terre, subissant l'attraction de la Terre et l'attraction de la Lune. Et je me demande, premièrement, deuxièmement, je regarde l'objet se déplaçant, cette fois-ci, dans le référentiel de la Lune, et la Lune tourne autour de la Terre, se déplaçant dans le référentiel de la Lune et subissant l'attraction de la Terre et l'attraction de la Lune. Et la question qui se pose, c'est où dois-je être, probablement assez près de la Lune, qui est beaucoup moins massive que la Terre, où dois-je être pour que la perturbation apportée par la Lune sur le mouvement de l'objet autour de la Terre soit négligeable par rapport à la perturbation de la Terre apportée au mouvement de l'objet autour de la Lune. Il va falloir comparer la perturbation de l'autre astre, de la Lune, quand on est autour de la Terre, ou de la Terre quand on est autour de la Lune. Et si la perturbation de la Terre, quand on est autour de la Lune, est négligeable par rapport à l'autre, de la Lune autour de la Terre, on se retrouve dans une zone particulière autour de la Lune qu'on appelle la sphère d'influence de la Lune. Un volume dont on peut calculer le rayon, qui vaut à peu près 66 000 km. Ceux que ça intéresse pour le détail viennent au fil rouge que je vais donner bientôt. Fly me to the moon. Les détails du calcul de l'orbite de la trajectoire lunaire. Comment on fait? Il y a une sphère de rayon de 66 000 km où quand on est à l'intérieur, on est beaucoup plus sensible à l'attraction de la Lune qu'à l'attraction de la Terre. Et donc d'une certaine façon, on pourrait décomposer la trajectoire en je pars de la Terre et je m'occupe essentiellement de l'action de la Terre et j'oublie celle de la Lune. Quand je rentre dans la sphère d'influence de la Lune, je m'occupe de l'influence de la Lune et j'oublie la Terre. Et si je sors de la sphère d'influence de la Lune, j'oublie l'influence de la Lune et je reprends celle de la Terre. Vous voyez un peu comment on pourrait décomposer, je ne rentre pas plus dans les détails, la trajectoire lunaire. Et il y aurait comme ça quelque chose de particulier, une zone spéciale qui est cette sphère d'influence lunaire. Alors dans son livre, Jules Verne, quand les personnages arrivent à ce point particulier, ils se retrouvent tous à flotter dans la cabine parce qu'ils n'ont plus de poids. Alors qu'en réalité, ils n'ont jamais de poids car leur vaisseau, leur obus, leur projectile n'est pas accéléré pendant le voyage. Il est accéléré initialement très sèchement, on l'a vu tout à l'heure, très dangereusement pour eux d'ailleurs, mais pendant tout le voyage, il est en vol balistique, il n'est pas propulsé, il n'est pas accéléré, et donc il devrait subir l'impesanteur, l'absence de pesanteur, aucune accélération pendant toute la durée de leur voyage, et pas particulièrement à ce point dont nous parle Jules Verne, et qui évoque quand même ce point, cette zone d'influence de la Lune, le rayon de la zone d'influence de la Lune. Alors, voilà une trajectoire réelle, j'ai pris celle d'Apollo 13 parce que eux, ils étaient pressés de revenir. Donc ils ont fait, en général, on fait un petit tour autour de la Terre pour voir que tout va bien. Puis à un moment donné, on dit c'est bon, on peut y aller. Donc on appelle ça injection translunaire. Paf, on part sur cette trajectoire. En fait, si on oubliait la Lune, c'est une trajectoire elliptique qui ferait le tour de la Terre et qui couperait quelque part la distance lunaire. Donc c'est vraiment, on est lancé sur une ellipse. Il y a quelques petites corrections à apporter. Bon, eux, ils ont eu d'autres problèmes en bonus, mais éventuellement des corrections à apporter. À un moment donné, qui est cet endroit-là, vous rentrez dans la sphère d'influence de la Lune, et puis là, il se passe un truc,
Et si vous ne faites rien de spécial, en fait, le truc qui se passe, c'est que vous faites un petit tour de la Lune et hop, vous revenez sur une trajectoire qui retourne vers la Terre, qu'on appelle une trajectoire en anglais de free return, une trajectoire de retour libre. Vous partez une fois, vous poussez une fois, il y a bien quelques petites corrections parce que vous n'arrivez jamais à ajuster parfaitement la vitesse qu'il faut avoir, mais vous poussez une fois, vous ne faites rien et vous revenez sur la Terre. En vol balistique tout le temps. Vous croisez la Lune, faites le tour et vous revenez. Tout le temps. Il n'y a plus rien à faire. En pratique, il faut faire des petites corrections parce que les vitesses, on le verra dans le détail du fil rouge, les vitesses qu'il faut ajuster ici, il faut être ajusté à de l'ordre de quelques mètres par seconde, alors que la vitesse va être, alors non pas de 11 km par seconde, mais légèrement inférieure. Vous ne cherchez pas à aller à l'infini. 11,2 km par seconde, c'est pour aller à l'infini. Vous cherchez à aller sur la Lune, dans le voisinage lunaire. Et donc là, une vitesse un peu plus faible suivie, en pratique, 10 800, à peu près 10 800 mètres par seconde. Et il faut ajuster votre vitesse de départ ici, il faut l'ajuster à quelques mètres par seconde près. Si vous ne savez pas faire ça parfaitement, ce qui est toujours très difficile, avec la poussée qui peut être un peu variable, avec les durées qui ne sont pas à la fraction de seconde près, il y a des petites corrections à faire pour avoir la trajectoire dite free return qu'ont emprunté les astronautes d'Apollo 13. Alors, voici un autre film, et celui-là, il est tout à fait étonnant par plein d'aspects. Un film qui s'appelle Frau im Mond, une femme dans la Lune, de Fritz Lang, 1929. C'est avant le film d'Irving Pichel. 1929. Et dans ce film, effectivement, des personnages, dont une femme, vont sur la Lune, et est montrée dans le film la trajectoire de la fusée. Alors, dans le film, il l'appelle H-32, elle l'appelle aussi Free 2, la P, Free 2, la fusée. Et regardez ce qui est montré dans le film. J'ai mis en dessous, pour les non-germanophones, la traduction de ce qui est écrit là, la traduction de ce qui sera écrit. Donc c'est là la trajectoire schématique de la fusée H-32. Donc il y a la Terre et la Lune, 384 000 km, là c'est effectivement la distance moyenne Terre-Lune. Les échelles ne sont pas respectées, on le comprend. On voit ici des lignes de champ qui montrent les lignes du champ gravitationnel de la Terre, les lignes du champ gravitationnel de la Lune, et il y a quelque part un endroit qui s'appelle Schwerfreie Zone, la zone sans pesanteur, qui fait référence à ce dont nous parlait tout à l'heure Verne, et qu'on pourrait peut-être discuter aussi en termes de sphère d'influence. Et regardez la trajectoire qu'ils dessinent, c'est absolument stupéfiant. Ils ont parfaitement compris ce qu'il fallait faire. C'est une trajectoire dite free return, c'est-à-dire une trajectoire en forme de 8 où la fusée part et va se retrouver autour de la Lune avec une petite faute ici, puisque la vitesse initiale requise n'est pas de 11,2 mètres par seconde, 11,2 km par seconde, elle peut être légèrement inférieure, plutôt 10,8. On n'a pas besoin d'aller à l'infini, juste d'atteindre la Lune, qui n'est qu'à 384 000 km en moyenne. Donc cette chose absolument stupéfiante qui est montrée, à qui on la doit, et à qui on doit l'inspiration technique ou les détails techniques, eh bien c'est précisément à Hermann Oberth. Fritz Lang s'est attaché les conseils de Hermann Oberth, qui avait écrit déjà un bouquin dans lequel il décrivait une fusée qui s'appelle le modèle E. Le modèle E de cette fusée, on en a les plans, il avait déjà dessiné les plans, c'est exactement, on va le voir, la fusée, enfin on va la voir, la fusée qui est utilisée par Fritz Lang dans son film, la forme de fusée qu'il décrit. Il avait écrit un bouquin qui s'appelle Wege zum Raumschifffahrt, les chemins du voyage vers l'espace. Et ce bouquin, qui a été publié la même année que le film, en 1929, et où il décrivait, comme tout à fait pertinent, descendant de Tsiolkovsky, exactement ce qu'il fallait faire, tout à fait compris les trajectoires qu'on allait suivre, tout était assez clair, il y aurait beaucoup de choses, il aurait fallu raffiner encore beaucoup de choses, mais tout était assez clair sur la façon dont on allait aller dans la Lune dès 1929. Alors on voit aussi dans le film les foules en liesse qui voient la fusée sortir du hangar. Et regardez, c'est une maquette évidemment, mais c'est stupéfiant, ça c'est extrêmement beau, c'est un film muet qui dure 3 heures, donc quand même il faut être accroché, mais il y a des séquences stupéfiantes. Là le gars, regardez la fusée, c'est le modèle E, c'est très exactement le modèle E de Hermann Oberth. Regardez la fusée, elle est tenue, c'est une manifestement très grande fusée, le hangar a l'air manifestement gigantesque, et regardez les techniciens, les ouvriers qui sont là, elle est sur des rails, elle est tirée par un énorme chariot, et elle avance lentement, majestueusement, c'est une énorme fusée qui sort de son hangar, il y a de la techno, il y a du boulon, il y a de la ferraille, ça rigole pas. Et quand on regarde, et maintenant quand on regarde
Alors, c'était des images d'archives de British Pathé de la sortie de la fusée Saturn V du VAB, qui a longtemps été le plus grand immeuble du monde. Ben, regardez comment ça se présente. C'est juste stupéfiant d'identité, quoi. Sauf qu'ils ne sortent pas sur des rails, ils sortent sur le fameux crawler, la chenille, l'engin à chenille qui est ici, hein, qui avance à peu près à entre 1 et 2 km par heure, qui a une masse de 2700 tonnes, qui a votre voiture, quand vous pensez qu'elle a 100 chevaux, ça dépote, ça c'est un truc qui a 2800 chevaux, il consomme 600 litres d'essence par heure, ça rigole pas. Et ça avance pas vite pour tout ça, hein. Le crawler, un engin qui a été prévu spécialement, construit spécialement, il y en a 2 exemplaires et qui porte l'immense, les 3000 tonnes de la fusée Saturn V, les 100 mètres quasiment de la fusée Saturn V, pour les sortir du VAB, du hangar, de l'énorme hangar où elle a été construite. Et c'est absolument stupéfiant d'identité visuelle, c'est incroyable la qualité de ce qu'a fait Fritz Lang, conseillé évidemment par quelqu'un de bien, mais Fritz Lang quand même, donc c'était pas un guignol du point de vue du Cinoche. D'ailleurs, c'est tellement pas un point de vue que regardez comment se passe le décollage de la fusée. Alors vous voyez que là, ils ont l'air un peu stressés, ils ont la main sur la manette en bois, c'est assez chic, hein, c'est de l'intérieur que se fait le décollage, et c'est pas de l'extérieur. Yet, vous avez vu, paf, on appuie, boum, il y a de l'eau, comme dans les tirs réels, pas comme ça, la fusée n'est pas dans l'eau, mais il y a de l'eau. Hop, la fusée décolle extrêmement vite, avec la grande flamme qui est derrière, elle part dans l'espace, voilà. Donc, bon là, voilà, on va revoir ça, donc il appuie. Donc c'est de l'intérieur que la fusée est décollée, hein, pas de l'extérieur, là c'est plutôt en général de l'extérieur que ça se fait, mais là c'est de l'intérieur, mais qu'il abaisse la manette, hop, ça part. Alors quand on voit ça, on se dit, ben oui, quoi, je comprends pas bien, tout va bien, ils ont fait un compte à rebours. Oui, mais en fait, ce que vous venez de voir, c'est simplement le premier compte à rebours de toute l'histoire du monde. Parce que Fritz Lang, quand il s'est posé la question de savoir, bon, cette fusée, il faut la faire décoller, on fait comment? Ben, quand tout est prêt, il dit, c'est bon, allez, c'est bon. Poum. Et on y va, quoi. Enfin, non, on est dans un film, il faut qu'il y ait une tension qui soit créée, évidemment, une tension dramatique qui soit créée. Et pour créer la tension, voilà ce que nous dit explicitement Fritz Lang. Il dit, quand j'ai tourné le décollage de la fusée, je me disais, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100, le public, il ne saura pas, il ne va rien comprendre. Mais si je compte à rebours, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tout devient très clair. C'est le premier compte à rebours, et le compte à rebours, ça vient de là. Ce n'est pas les Américains, les Russes, je ne sais pas qui ont inventé les comptes à rebours. C'est Fritz Lang, 1929, dans son film, pour mettre une tension dans le décollage, évidemment. On attend, il va se passer un truc, et quand est-ce que ça va se faire? Eh bien voilà, le compte à rebours inventé par le cinéma de science-fiction, et par Fritz Lang. Alors dans la fusée de Frau Immont, on voit aussi des choses tout à fait intéressantes, c'est technique, hein, là on voit la vitesse indiquée en kilomètres par seconde. Alors regardez, hein, c'est assez clair, là l'aiguille va tourner, puis il y a la vitesse limite, elle est indiquée là, il faut atteindre ce truc, hein. Les gars ils regardent dedans, si on n'est pas à la vitesse, c'est foutu, on va retomber sur Terre, enfin il va se passer un truc, quoi, donc, et pas le bon truc surtout. Alors maintenant question, en regardant le cadran, quelle est l'accélération du vaisseau? Vous devriez la déduire, hein, il suffit de compter en combien de temps on gagne combien de vitesse, quoi. D'accord? Et si vous regardez encore, allez, je suis gentil avec vous. Regardez bien, là, le truc, il est à 3,3, 3,4 km par seconde. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 secondes, on a gagné 1 km par seconde. Donc l'accélération, elle est de 1000 mètres par seconde divisé par 5 secondes, 200 mètres par seconde au carré, 20 G. C'est tout, hein, c'est écrit. Alors, j'y peux rien, moi. Alors, vous voyez qu'ils en chient un peu. Donc, effectivement, ils en chient un peu. Alors, une chose intéressante, quand même, c'est regarder sur le sol. On sent qu'il a été prévu des sangles pour s'accrocher au sol. Effectivement, il y aura des phases d'impesanteur dans le film, et il faudra bien rester collé au sol. Et donc là... ils n'ont pas de sommet magnétique ou de scratch comme on voit dans d'autres films. Par exemple, dans 2001, une espèce de scratch, c'est magnifique. Les scènes où l'hôtesse de la Paname, avec les vaisseaux qui emmènent les passagers vers la Lune, elle a des espèces de scratch sous ses chaussures, et puis elle marche tout doucement, à petits pas, puis elle fait des très belles trajectoires magnifiques. Donc là, ils ont ces systèmes pour s'accrocher. Alors là, on voit écrit explicitement l'accélération. Elle nous truande, hein, c'est pas du tout 40 mètres par seconde au carré, c'est 4 G. Et là, on sent qu'il y a une limite, là, ça va, ils ont l'air d'en chier un peu, donc là, il ne faut pas que ça dépasse ça. Là, ils sont à 3G, plus que 3G, 3,7G. Nous, on a plutôt calculé, vous avez vu, on a vu 20G, si on regarde les cadrans de vitesse, hein, donc il y a une incohérence, là, mais enfin bon, hein, on ne va pas critiquer Fritz Lang quand même. Hein.
Et puis là, il mesure cette accélération. Donc il y a un film où c'est très technique dedans, on voit que c'est très inspiré. Ça montre bien. Pourquoi je l'ai arrêté là? Ah oui, non, ça continue. Voilà. Je voyais, il y a une femme sur la Lune, elle est là, elle rigole pas non plus. Lui, il est carrément PLS. Alors, vous remarquez aussi, ce qui est assez amusant. Ah, tant pis, j'ai perdu la petite image. On va essayer de revenir en avant. Oui, bon là c'est bien, c'est l'expressionnisme, je sais pas comment on appelle ça, en fait ça se voit, hein, ils en chient. Il a un petit piaf dans le truc, ça c'est classique, hein, quand on va dans les mines, quand on va dans des endroits dangereux, on emmène un petit être, un petit enfant, un petit oiseau, et puis comme il est fragile et tout ça, s'il y a des problèmes, on va tout de suite le voir sur lui, alors que sur vous, non, c'est bon, vous avez le temps de vous barrer, quoi. Donc là il a un petit oiseau, le professeur qui est ici, pour relancer pour vérifier que tout se passe bien. Regardez le ressort, vous voyez là le ressort là, il est en train de se tendre. Hein. Bon là c'est vraiment dur, on sent que c'est très très dur. Le ressort, vous voyez, regardez, là ils ont fait carrément un gros plan sur le ressort, Friesland, là, pour dire que, évidemment, si la pesanteur apparente va être plus grande, il y a une accélération considérable, 3, 4 G, donc le poids apparent est plus grand, et donc du coup, il se tasse dans le lit, quoi. Et le lit il est à ressort, et donc ça se voit. Alors là c'est vraiment terrible. Et alors lui, carrément, je voulais laisser parce qu'alors lui, il se soulève, il retombe, mais il essaie de sortir de la gravité infernale. Bon, c'est très dur. Mais là, c'est quand même tout à fait remarquable, c'est de montrer comme la difficulté du démarrage. Ils ne sont pas morts, mais quand même, c'est difficile pour eux. Il y a une accélération considérable qui est même affichée explicitement, même si ce qu'on voit sur l'écran de vitesse donne une accélération plus importante, explicitement affichée. Alors regardez dans Destination Moon, pareil, Destination Moon c'est aussi un film qui se veut, alors qui est d'une certaine façon vraiment une réponse, on va dire, ou en tout cas un descendant très clair de Frau Monde, c'est aussi un film qui se veut très réaliste, Destination Moon, bien sûr. Et dans ce film très réaliste, une des raisons pour lesquelles il est très réaliste, c'est qu'un des co-scénaristes du film n'est rien d'autre que Robert Heinlein, qui est un auteur de science-fiction américain, et qui lui avait dans un certain nombre de ses romans l'ambition d'éduquer la jeunesse, de lui donner le goût de la rationalité, des sciences et de l'exploration du cosmos dans ses romans pour la jeunesse. Et ce film, Destination Moon, est issu d'un de ses romans qui s'appelle Rocket Ship Galileo, qui lui a servi, enfin qui a inspiré l'histoire de Destination Moon. Et Robert Heinlein avait un peu, à la manière de Jules Verne, mais dans une autre façon, plus moderne et puis plus américaine, l'envie de finalement éduquer, comme dirait Hugo, les citoyens, les futurs citoyens de la galaxie, de leur donner des éléments de compréhension scientifique du monde par le biais d'histoires exaltantes, d'histoires engageantes, pour qu'ensuite ils s'engagent pour faire de la fusée, pour faire de la technique, pour faire des robots, pour faire du c'est quoi, en tout cas pour être à l'œuvre techniquement. Et donc ce film-là est aussi de ce point de vue-là très bien fait techniquement. Il a profité des conseils de gens qui savaient comment ça se passait. Alors voilà. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fire! Pas la vitesse et tout ça, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, il montre la consommation de fuel, manifestement. Tirer parce que le moindre petit bourrelet de graisse, le moindre petit truc, il pèse 3 fois plus lourd et il vous tire comme ça vers l'arrière. Je ne sais pas comment ils ont fait cet effet spécial là, mais il est remarquable. C'est exactement la gueule de Thomas Pesquet quand il est en chambre d'accélération. Et moins, par rapport à moi. Mais c'est ça. C'est vraiment, on subit cette augmentation du poids, tous les organes sont tirés, c'est pour ça qu'il faut mieux être allongé. Tous les organes sont vraiment tirés, sont étirés, c'est évidemment une expérience
très difficiles auxquels il faut s'entraîner et avoir la combinaison et les objets techniques appropriés. Alors, si on compare maintenant, alors image fixe Tintin, c'est la même chose. Si on regarde ça et si on regarde Destination Moon, la même chose. Et on voit les mêmes effets. Alors là, ils sont sur le ventre, ils subissent les effets de la gravité artificielle énorme qu'ils subissent. On voit que les petites mousses là s'écrasent, on voit très très bien comment elles s'écrasent, la Milou fait pas le fier. Et donc ça, Tintin, en tout cas Hergé, c'est très clairement inspiré de Destination Moon pour faire son film. Alors, maintenant on va passer sur quelques images, parce que c'est bien joli d'aller sur la Lune, mais encore, comment on y arrive, c'est quoi l'arrivée sur la Lune? Alors, un dessin magnifique que j'ai tiré d'un livre de Elsa de Smet, je vous recommande, je fais un peu une page de publicité, parce que ce livre est absolument remarquable. C'est la thèse en fait d'Elsa de Smet, une thèse d'esthétique sur astronomie et sciences populaires illustrées, où elle a sorti tout un tas d'images vraiment intéressantes et fait une analyse vraiment intéressante. C'est un livre, il faut s'intéresser au sujet, hein, c'est un livre un peu érudit, mais tout à fait accessible pour le grand public. C'est sa thèse vulgarisée, dans laquelle j'ai découvert notamment Lucien Rudeau, qui est un astronome amateur français, et qui a eu un grand succès aux États-Unis, en faisant des illustrations, un des pères fondateurs hein, dans le Hall of Fame des pères fondateurs du space art américain, en Amérique, il y a Lucien Rudeau, parmi d'autres, on va voir Chesley Bonestell tout à l'heure. Et bien voilà le genre d'image qu'il vous montre. Là on est en 1930, c'est dans un magazine américain, des cratères de la Lune. On a une idée de la façon dont est formée la structure, la surface de la Lune, bien sûr, grâce aux observations télescopiques ou aux lunettes. Et puis il y a la fusée classique en un seul morceau avec 3 pieds. C'est plus les fusées à étage, c'est pas du tout les missions Apollo. Et puis la propulsion en réaction. Tout est disons, relativement clair, en tout cas, dans la façon dont les choses pourraient se produire. On voit aussi sur cette image, magnifique image, là ce qui est dû à Chesley Bonestell, c'est un architecte américain. Et cet architecte américain, il a, à la fin de sa carrière, décidé d'abandonner son art d'architecte pour passer à ce qu'il passionnait vraiment, l'illustration, le dessin, notamment le space art, l'idée qu'on va représenter des paysages astronomiques qu'on ne peut pas voir en réalité, mais essayer d'imaginer comment on pourrait les voir si on était sur place, et notamment sur la Lune, où on voit les humains qui sont là, avec des objets techniques manifestement scientifiques, la fusée qui est posée, ben, comme la fusée de Tintin, ben, évidemment, Chesley Bonestell, Destination Moon, tout ça, c'est la même tendance. La Terre, on voit la Terre dans le ciel avec les étoiles, évidemment, c'est normal, c'est plausible de voir la Terre et les étoiles, il n'y a pas d'atmosphère, même si le Soleil est levé, il n'y a pas d'atmosphère, et donc rien qui peut diffuser sa lumière et provoquer le bleu du ciel qui, en plein jour sur Terre, nous empêche de voir les étoiles, et puis de la Terre dans le ciel avec un croissant de terre. Et là, elles ont l'air d'être au fond d'un cratère. C'est un peu compliqué de se poser là, hein, parce qu'il a fallu bien viser, mais bon, ils se sont posés là, ça fait un endroit tout à fait spectaculaire, évidemment. Et quand on voit cette image de Chesley Bonestell, 1948, et quand on voit celle-ci, on se dit, c'est pas possible, il y en a un qui a copié sur l'autre, c'est probablement Hergé, ou d'une façon ou d'une autre, qui était au courant, bien sûr, parce que lui, il a publié 154, encore aussi une magnifique image d'Hergé, la fusée lunaire qui est posée, des étoiles dans le ciel, des montagnes autour, ils sont posés dans le cirque E-Park, qui est un grand cratère d'impact près au centre de la face visible de la Lune, la Terre qui est dans le ciel, plein de choses à dire, plein de bêtises, plein de trucs géniaux. Parmi les trucs géniaux, ils sont partis un 3 juin, qui est un premier quartier lunaire. Donc si on regarde autour de la date de publication de l'album, les 3 juin, ou les premiers quartiers lunaires qui tombent un 3 juin, il n'y a que 1960. Donc on est un 3 juin 1960, hein, même si ce n'est pas dit dans l'album, on peut le déterminer par l'astronomie. On peut regarder, ils sont partis un premier quartier lunaire, regardez ici l'entrejambe de la fusée et sa projection au sol. Clairement, la projection elle est plus grande que la hauteur qui est ici, donc ça veut dire que la tangente est plus petite que 1, puisque ça sur ça c'est la tangente de la hauteur du Soleil. Si on fait le calcul en se faisant un peu chier, quelques mois je sais le faire, eh bien on trouve à peu près 10 degrés pour la hauteur du Soleil. Le Soleil est donc bas sur l'horizon, il est donc en train de se lever ou de se coucher. Comme on est un premier quartier lunaire, il est en train de se lever au centre de la face visible de la Lune dans le Cirque Park. Ça c'est un détail absolument stupéfiant, ça marche très bien. On est un 3 juin, on voit les zones polaires sud, parce que quelque chose qui ressemble à l'Australie, Nouvelle-Zélande, ça on n'y croit pas du tout. Un 3 juin, c'est non loin du solstice d'été pendant lesquels on est en hiver austral, et donc on devrait voir cette zone-là dans le sombre. On est parti à un premier quartier lunaire, on voit une pleine terre, il manque un bout qui devrait être dans l'ombre, hein, dans cette direction-là, ça lumineux et l'autre côté sombre. Et puis il ne fait jamais aussi beau sur la moitié de la Terre, il y a toujours 3-4 nuages qui traînent, on n'y croit pas du tout. Bon. Et puis dernière affaire, alors ça c'est encore un peu plus subtil, on voit la Lune dans le ciel de la Terre dans le ciel de la Lune, évidemment.
il y a incontestablement, ça rajoute une touche spectaculaire à l'image, de voir la Terre dans le ciel de la Lune. C'est d'ailleurs l'image que nous a présentée Florence tout à l'heure, cette image d'Apollo 8 où on voit ce lever de Terre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On voit la Lune et la Terre dans le ciel, c'est juste une tuerie. Donc c'est normal qu'il ait mis la Terre. Simplement, on est au centre. Là, lui, autant Chesley Bonestell ne nous dit pas où il est, mais on peut le deviner. On va voir comment. Autant là, il nous dit où il est, au centre du Circuit Park. Et quand on est, comme la Lune nous présente toujours la même face, la position de la Terre dans le ciel de la Lune ne dépend que d'une chose, votre position sur la Lune, à des petits détails près que je saute. Essentiellement, elle dépend de votre position sur la Lune. Autrement dit, si vous êtes au centre de la face visible de la Lune, la Terre est au zénith. Si vous êtes à la limite entre la face visible et la face cachée de la Lune, la Terre est à l'horizon. Et donc là, comme la Terre est assez basse sur l'horizon, on n'est pas loin de la limite entre la face visible et entre la face visible et la face cachée de la Lune, alors qu'en réalité, on est censé être au centre de la face visible, à peu près au centre, dans le Circuit Park. Alors Chesley Bonestell, pour montrer que ce n'était pas du tout un guignol, c'est-à-dire qu'autant là, on ne sait pas où il s'est posé, mais on peut déduire qu'il est dans un cratère non loin de la limite, parce que la hauteur sur l'horizon a l'air assez basse de la Terre, on en déduit où il est, il ne nous l'a pas dit. Autant, quand on est comme ça, on sait, les ombres sont très bien faites, pour le coup, les orientations sont très bien faites, on voit une pleine Terre, donc on a le soleil dans le dos, l'ombre qui est ici, c'est donc forcément l'ombre de la Terre, elle est bien alignée, cette image est parfaite, Bonestell est un maître. Il n'y a aucun problème, il chiade tous les détails, et en général, c'est très bien, ça se passe très bien. Donc on voit que cette iconographie-là, elle est pléthorique. Dans le livre d'Elsa de Smet, il y en a tout un tas d'autres vraiment marrantes, qui montrent un peu l'imaginaire qui a été créé par ces images, et la force de ces images, demande Chesley Bonestell, de Destination Moon, de romans comme ceux de Robert Heinlein et d'autres, qui ont finalement, d'une certaine façon, il faut le dire quand même, je pense, permis la possibilité que le rêve de Kennedy et le rêve des Américains d'aller sur la Lune et d'être les premiers sur la Lune se produisent, là où il a fallu mettre des efforts et des budgets tout à fait considérables. Il a fallu qu'il y ait une acceptation sociale de ceci, et c'est probablement passé par cette iconographie qui date des années 1850 à 1950, disons en gros, par cette iconographie la plus récente en particulier. Alors voilà encore d'autres images. Quand on est sur la Lune, c'est bien gentil, mais maintenant il faut faire quelque chose sur la Lune. C'est pas juste on y va puis on revient. Donc on va explorer la Lune. Alors voilà, dans Amazing Stories, un magazine de science-fiction, regardez des histoires de Jules Verne. Il y a une histoire de Jules Verne dans celui-ci, dans le numéro de mai 1929. Et cette histoire de Jules Verne, parce que finalement c'est Hugo Gernsback, un luxembourgeois qui a émigré aux États-Unis et qui a emporté avec lui sa culture européenne, notamment de ce qui allait devenir la science-fiction, qui s'appelait encore pas grand-chose, ou peut-être le merveilleux scientifique dans certains cas, ou l'anticipation. Il a importé ça avec lui, il a créé des magazines, d'abord de vulgarisation scientifique, mais aussi des magazines de science-fiction, comme Amazing Stories, qui est vraiment le premier, 1926, l'année de création. Et puis on voit des explorateurs lunaires, le Soleil, alors évidemment un Soleil dramatique avec des éruptions spectaculaires, la Terre, la Lune qui sont alignés, bien éclairés, ça se passe bien, et puis ils sont là, ils ont un bidon, ils sont liés, enfin bref, c'est des explorateurs avec des souliers à crampons. On voit sur une iconographie qui est moins pétillante, si je veux dire, moins brillante, entre guillemets, moins colorée, manifestement, des frères von Römer, des Allemands, qui eux aussi ont beaucoup œuvré, comme Rudeau et comme d'autres, pour cette iconographie spatiale, et tout à fait pertinente. Là, on sait que la Lune a des montagnes, on sait que la Lune a des cratères, donc évidemment, on va faire quelque chose qui ressemble à de l'alpinisme quand on va explorer. On a des scaphandres, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, pour pouvoir respirer. Et bien sûr, on voit la Terre, toujours, on voit la Terre dans le ciel de la Lune, et toujours avec des étoiles. Ça, ils ont toujours tout de suite compris la chose. Quand vous voyez cette image de Amazing Stories, ça devrait vous rappeler cette image d'Hergé. Quand même, vous voyez, le mimétisme est assez étonnant. Je ne sais pas si Hergé s'est inspiré de la première pour faire ça, mais enfin, c'est quand même assez étonnant. On va sur la Lune, on fait des bonds. Évidemment, la gravité de la Lune est 6 fois plus faible que celle de la Terre, et donc en dépit, Tintin l'explique très bien à Haddock, en dépit de la gravité, pas de la gravité, de la masse des scaphandres, on peut faire des bonds tout à fait amusants sur la Lune. Et puis, qu'est-ce qu'on fait sur la Lune? Alors on va regarder directement dans Tintin, qu'est-ce qu'ils font sur la Lune? Voici des images qui sont des extraits du journal de bord du professeur Tournesol. Qu'est-ce qu'on fait sur la Lune? Eh bien, on va étudier les rayons cosmiques, et on va observer les planètes les plus proches. Alors vous vous rappelez que dans Hergé, il amène un char, il amène un gros télescope, enfin, il y va avec du lourd, hein, c'est pas du tout ce qu'on a amené, nous, sur la Lune ensuite, une voiture comme un rover, et nous avons réussi à mesurer directement la constante des radiations solaires et à fixer précisément les limites du spectre solaire dans l'ultraviolet. Alors tous ces sujets d'études sont tout à fait pertinents. Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie qui nous viennent pour partie du Soleil, mais pour aussi partie d'objets galactiques,
voire extragalactiques, mais d'objets galactiques, notamment des supernovas. Et ces rayons cosmiques, bien pour arriver au sol, ils ont beaucoup de peine pour arriver au sol de la Terre, parce que d'abord il faut qu'ils franchissent ce qu'on appelle la cavité solaire, qu'ils rentrent dans le volume que domine le Soleil, on va dire ça un peu comme ça, qu'il domine par sa matière, qu'il domine par sa gravité, mais ça ne compte pas pour les rayons cosmiques, qu'il domine par son flux de matière et qu'il domine par son champ magnétique. Donc il faut d'abord qu'ils soient capables de rentrer dans la cavité solaire, ce qui en limite, en filtre un certain nombre. Ensuite, il faut qu'ils passent la magnétosphère de la Terre, franchement, qu'ils n'aillent pas que sur les pôles, qu'ils aillent ailleurs, et puis éventuellement qu'ils survivent à la traversée de l'atmosphère de la Terre, ce qui n'est pas facile, comme ils ont une grande énergie, ils font des gerbes atmosphériques, ils produisent des particules secondaires dans l'atmosphère de la Terre. Donc étudier les rayons cosmiques sur la Lune, pourquoi pas? Pas besoin d'aller sur la Lune, il suffit d'être en orbite, par exemple, ou en ballon déjà, on fait beaucoup de choses. Les rayons cosmiques ont été découverts en 1914, 18, dans les années 14-20, par, j'oublie le nom, par un Allemand qui montait en ballon. J'ai oublié le nom de l'Allemand, ça m'agace, je suis en train de devenir vieux. Bon, autre manip qu'il est en train de faire, mesurer la constante des radiations solaires. Alors observer des planètes, ça n'a absolument aucun intérêt depuis la Lune, on le fait très bien depuis la Terre, mais la constante des radiations solaires est la limite du spectre dans l'ultraviolet. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le Soleil, il émet de la lumière blanche, qu'on peut décomposer par un prisme et qui est étalée du rouge au bleu, ou du rouge au violet, mais on sait qu'il y a de la lumière au-delà du rouge, l'infrarouge, au-delà du bleu, le violet, mais surtout l'ultraviolet. Et évidemment, sur Terre, sur Terre, il se trouve que l'atmosphère est opaque aux ultraviolets et essentiellement opaque aux infrarouges aussi. Donc observer l'émission ultraviolette ou infrarouge du Soleil depuis le sol, c'est assez difficile, et plus on monte en altitude, mieux on se porte, parce qu'on a moins d'atmosphère au-dessus de la tête, l'idéal étant bien sûr d'être dans l'espace, si on veut observer en infrarouge ou en ultraviolet en détail. Donc de ce point de vue-là, aller sur la Lune n'est pas idiot. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune pour observer le spectre du Soleil en infrarouge ou en ultraviolet. Il suffit de monter très haut dans l'atmosphère, idéalement être en orbite autour de la Terre. Mesurer la constante des radiations solaires, même chose, c'est combien de watts lumineux par mètre carré de Terre je reçois de la part du Soleil. Ayant cette valeur en tête, qui est 1360 watts par mètre carré, en dehors de l'atmosphère, au sol c'est moins, une partie de cette énergie lumineuse est absorbée par l'atmosphère de la Terre. Il arrive au sol par une très belle journée d'été, quand le soleil est vraiment au plus haut, à peu près 850 watts par mètre carré. Eh bien, ayant une idée de l'énergie que l'on reçoit du soleil, on peut en déduire la luminosité, donc la puissance totale rayonnée par le soleil. Et la puissance totale rayonnée par le soleil, une quantité extrêmement importante. À l'époque, 1950, la chose n'est pas tout à fait réglée, mais elle est déjà bien avancée. Et on se pose la question depuis en gros les années 1850, d'où vient l'énergie qui permet au Soleil de rayonner depuis si longtemps sa prodigieuse luminosité. Prodigieuse parce qu'on a déterminé la constante solaire qui permet de réaliser que la lumière, l'énergie créée le Soleil est tout à fait considérable. Et quand on a compris que le Soleil n'avait pas 6000 ans, comme le disent certains qui se trompent, n'a pas non plus 20 millions d'années, comme le prétendaient certains astrophysiciens, dont Kelvin, qui estimait l'âge du Soleil à 20 millions d'années, fondé sur un mécanisme de contraction gravitationnelle, mais que les géologues nous disent, en emmerdant les astrophysiciens, et à juste titre, que le Soleil, au moins, le Soleil et la Terre surtout, avaient 1 milliard d'années, peut-être quelques milliards, et puis ensuite les datations absolues sont arrivées dans les années 70 et ça a été 4,56 milliards. Mais dès les années 1900, on a comme une idée que la Terre a une ancienneté prodigieuse elle aussi, et qui est bien supérieure aux 20 ou 30 millions d'années que Kelvin accorde à la durée de vie du Soleil, si sa luminosité est nourrie par sa contraction gravitationnelle. Il a fallu trouver un autre mécanisme, et pour ajuster ce mécanisme, qui se trouve être la fusion thermonucléaire au cœur de l'étoile, au cœur du Soleil, pour ajuster ce mécanisme, il faut comprendre finement la puissance rayonnée par le Soleil, et donc mesurer finement la constante solaire, qui n'est pas si facile à mesurer au sol à cause de l'atmosphère de la Terre. Encore une fois, on a pu faire des estimations tout à fait plausibles de la constante solaire au sol. On peut en faire de très plausibles, évidemment, en montant en altitude, encore plus plausible, et puis carrément en étant en orbite. Inutile d'aller sur la Lune, mais ce n'est pas idiot de faire ça sur la Lune, dans un endroit où on est, pour le coup, en dehors. Il suffit d'être en dehors de l'atmosphère de la Terre. Alors, il y a quand même une chose que Hergé a oublié, un détail, qui était en fait pratiquement le but scientifique, pas unique, mais essentiel des missions Apollo, les cailloux. Ces personnages ne ramassent aucun caillou. C'est quand même dramatique. Voilà, ils cherchent de l'uranium et de l'uranium, mais c'est pour des visées bassement matérialistes.
Donc ils ne ramassent pas de cailloux, alors qu'évidemment les astronautes, eux, avaient comme objectif scientifique principal les roches lunaires. Ils ont fait bien d'autres choses. Ils ont déposé, par exemple ici, un sismomètre, c'est celui d'Apollo 11 qui est tombé en panne pas longtemps après. Et puis là, ce petit machin tout bête, un rétroréflecteur, une structure avec des petites alvéoles contiguës qui contiennent à l'intérieur des coins de cubes réfléchissants. Prenez un cube coupé en deux selon une diagonale, si j'ose dire, un plan diagonal, et vous avez un coin de cube. Et ce coin de cube, si les parois internes sont réfléchissantes, vous obtenez ce qu'on appelle un système catadioptrique. Un système qui, quand il est éclairé par un rayon lumineux, renvoie la lumière dans la direction exactement opposée. Ces systèmes catadioptriques, sous forme de coins de cube ou sous forme d'autres petits dispositifs miniatures habiles, sont utilisés par exemple pour les vêtements qu'on appelle rétro-réfléchissants, les vêtements de sécurité, les éléments de sécurité routière, où quand vos phares éclairent ces éléments, ils semblent lumineux, s'allumer spontanément. Ça n'est rien d'autre que le fait que vous avez envoyé de la lumière vers ces petits éléments, qui la retournent exactement dans la direction d'émission, donc vers vous, et vous voyez l'objet s'illuminer dans la nuit grâce à vos phares, ce qui vous permet d'éviter d'écraser les gens ou de quitter la route. Et donc ce rétroréflecteur lunaire, extrêmement important, il y en a 3 autres qui ont été déposés. On oublie souvent aussi le rétroréflecteur soviétique, enfin français, fabrication française, mais posé par un lunocode soviétique. Il y en a 4 rétroréflecteurs, et en envoyant un rayon laser sur ces rétroréflecteurs, et en mesurant le temps d'aller-retour, on a pu comme ça mesurer la distance Terre-Lune avec une précision d'abord centimétrique et maintenant inférieure au millimètre. Et on a une qualité de précision de la mesure de la distance Terre-Lune absolument extraordinaire. Bon, les Américains ont exploré aussi avec un rover. Vous voyez que ce n'est pas du tout le char de Tintin ou les objets qu'on voyait dans les images de Rudeau ou d'autres. Ils ont exploré avec ce rover. Ça leur a donné la possibilité d'aller faire un tour beaucoup plus grand sur la Lune que simplement marcher quelques centaines de mètres. Il y a cette image que je trouve absolument stupéfiante où on voit à l'échelle de Paris, c'est marrant, c'est les Américains qui ont fait ça, à l'échelle de Paris, on voit si l'Apollo 17 s'était posé à Notre-Dame, voilà leurs excursions, toute la trottoir qu'ils ont faite. Ça m'a assez stupéfait parce qu'ils sont passés pas très loin de chez moi. Donc je me dis quand même, c'est cool. Si j'avais été sur la Lune, ils étaient là. Ils étaient là. Voilà. Donc on a pu faire ces explorations. Évidemment, ça a été 25 km, quelque chose comme 25 km. Ce n'est pas du tout le record d'exploration. Hein. Les rovers martiens, Opportunity notamment, a exploré, a dépassé un marathon, enfin dépassé les 40 km, 45 km peut-être d'exploration à la surface de Mars, beaucoup plus lentement, moins efficacement, mais beaucoup plus long, en tout cas en distance parcourue. Voilà, une petite balade sur toutes ces expéditions lunaires, depuis le décollage jusqu'à l'exploration de la Lune, en passant par Tintin, par Destination Moon, par Foreign Monde, par la science-fiction, par la littérature, par tout ce qui fait qu'on a envie de faire de la science, l'imagination, le monde tel qu'on aimerait qu'il soit peut-être, le monde tel qu'il est, mais qui est assez passionnant, assez magnifique. Quand on voit cette image, ça se fait prise par la sonde Galileo, une image du système Terre-Lune, tout aussi émouvante que quand on voit 2 pixels que nous a montré tout à l'heure Florence depuis Saturne. Donc ce monde fragile, ce monde bleu, avec cet astre lunaire qui nous a passionnés. Il y a la magnifique conférence d'Elsa qui nous a convaincus définitivement que la Lune était fascinante, romantique, extraordinaire, si on en doutait encore. Et on comprend maintenant pourquoi elle est comme ça. Et donc, merci de votre attention.